Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la chaîne panafricaine C360. Très ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro de votre émission Ma Culture. Aujourd'hui, nous allons dans le Grand Est et dans le Grand Nord à la découverte, bien sûr, des Guilimonche et des Yatse. Je suis en compagnie de Monsieur Kombari Isiaka Hervé et de Monsieur Abdoulaye Sana. Ils sont respectivement Guilimonche et Yadga. Ils sont frères burkinabés et aussi ils sont intimement liés par cette culture-là qui est la parenté à plaisanterie et qui est une arme redoutable pour pacifier les relations entre les communautés burkinabées. Bonjour, Monsieur Hervé Kombari. Bonjour, madame, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à mon petit qui est juste en face de moi. Comment est-ce que vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Voilà, au Grand Est, tout va pour le mieux. Et je pense qu'au fur et à mesure, la victoire sera nôtre. Et Monsieur Abdoulaye Sana. Oui, bonjour Madame Da, bonjour Monsieur Kombari, bonjour chers téléspectateurs de la télévision C360. Alors, sans transition aucune, Monsieur Kombari, qui sont les Guilimonche? D'accord, merci pour la question. Il faut déjà retenir que les Guilimonche, ce sont les habitants, on va dire, de la région de l'Est. Et ils sont tous les descendants de Diaba Lompo, qui est le fondateur donc, de ce beau peuple que constituent donc, les Guilimonche autour de 1204 dans les encablures donc, de Koudiabangou, dans la zone de Pama. Et les Guilimonche, il faut le dire, il n'y a pas que le Burkina Faso. Les Guilimonche se retrouvent du côté du Niger. Ils sont également au Niger, on peut les voir à Makalondi. On peut aller du côté du Togo, on a Dapaon. Du côté du Bénin, du côté du Ghana, il y a des Burkinabés et il y a des Guilimonche. Bon, et bien entendu, au niveau de la Côte d'Ivoire, avec la forte immigration, on a une forte communauté Guilimonche qui est présente. Alors, merci bien. Monsieur Sana, Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des Yatse? Je peux bien vous parler des Yatse. Et on peut dire que les Yatse sont des habitants d'Yatenga. Maintenant, généralement, les gens, quand ils se présentent sous forme en disant qu'ils sont Yadga, les gens pensent que bon, c'est d'autres personnes. Ce sont des Mossi, mais originaires d'Yatenga. Le Yatenga ici, c'est l'espace géographique qui est mis en valeur ici. Alors, c'est quoi la différence entre Yatse et Yarse? Il y a quand même une petite nuance, n'est-ce pas? Et quand on dit Yadga et Yarse, puisque moi je suis les deux, et quand on dit Yadga, c'est un habitant d'Yatenga. C'est un habitant d'Yatenga. C'est l'espace, comme je le disais tantôt, c'est l'espace géographique qui est mis en valeur ici. Par contre, Yarga, nous sommes comptés très souvent parmi les Mossi. Maintenant, notre particularité, c'est que nous sommes des colporteurs et nous sommes originaires du peuple mandé. Voilà, c'est ça seulement la différence. Alors, et comment est-ce que ça s'est passé pour que ce groupuscule-là se soit détaché des Mossé pour donner les Yatse aujourd'hui? Parce qu'à la base, on sait que vous parlez tous le Moré. Effectivement, nous parlons le Moré, mais ce qui différencie les Yadga des autres Mossi, c'est la tonalité. Quand un Yadga s'exprime, et on sent un accent qui est particulier pour ceux qui s'y connaissent. Au Yatse, c'est l'accent surtout qui fait la différence entre les Mossi, les autres Mossi, je vais dire, et les Yatse. Mais comment est-ce que c'est arrivé pour que vous ayez cet accent particulier-là? Bon, ce qui est arrivé, je pense que c'est notre volonté de nous exprimer et de rester nous-mêmes qui a créé cette tonalité qui est propre à nous. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques mots en Yadga? Quelques mots en Yadga. Bon, vous allez faire le monsieur va se moquer de moi. Bon. Pas se moquer de vous. Oui, par exemple, généralement, quand on dit Wayugia en français, vous voyez un Yadga, il peut dire Wayugio ou bien Wegi, un truc comme ça. Ce sont ces genres d'accents-là dans la langue morée qui fait la différence entre les Yatse et puis
les autres mots aussi. Donc il y a de toutes petites nuances entre le moré et le yadga. C'est juste de petites nuances. Sinon, à la base, vous comprenez, c'est ça? C'est ça. Effectivement, c'est ça. D'accord. Monsieur Kombari. Oui, madame. Les Goulmantché sont reconnus pour avoir le plus grand nombre de cicatrices ethniques. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que c'est arrivé? D'accord. Ben, vous ouvrez là un pan de notre culture et je vais enseigner un peu mon jeune frère qui est en face de moi. Effectivement, vous avez raison. Pour nous, les Gourmandiers, à l'époque, en tout cas des grandes guerres, les scarifications, qu'on appelle encore cicatrices ethniques, avaient une très grande importance. Et on pouvait relever cela à travers les 3 types de scarifications qu'on croisait. Parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais on rencontre généralement 3 types de scarifications dans la région de l'Est. Les scarifications faciales qui, faut le dire, elles relèvent le lignage, autrement dit le bvolou en gourmandiement, ou encore la descendance. Et ce sont ces sacrifices-là qui permettent de s'identifier par rapport aux autres. Il faut noter que chaque clan est toujours attaché à un même ancêtre. Voilà. Si votre ancêtre c'était Diabalompo, donc vous êtes de la famille des princes. Mais si vous avez par exemple, vous êtes de la famille des forgerons, il y a également des noms. Donc, et au nom de cela, il y a des caractéristiques communes, notamment les interdits, également les louanges, et pour finir, les scarifications. Et les scarifications étaient typiques en fonction donc de chaque famille, et cela permettait donc à ce que, dès que vous voyez un Gourmandché, vous le voyez avec sa carte d'identité, parce que ces cicatrices me permettent de dire, lui il est de telle famille, et non de telle autre famille. Ça, ce sont les scarifications donc au niveau familial. Et elles avaient beaucoup d'avantages. Hein. Parce que quand vous prenez au moment des guerres, quand on va à la guerre, on peut décider de laisser quelqu'un sain et sauf parce qu'on a les mêmes scarifications. On peut aussi, avec la question de la colonisation, il fallait aller chercher des esclaves. Donc lorsque vous allez en brousse et vous connaissez quelqu'un qui a les mêmes scarifications, quand bien même le chef vous a dit de ramener des personnes, bon, à cause de sa carte d'identité, eh bien, vous savez que même si ce n'est pas directement de votre famille, parce que c'est éloigné, vous reconnaissez les cicatrices et vous savez que c'est votre frère. Donc, vous l'épargnez donc de tout ce qui pouvait en tout cas lui arriver. Donc, je pense que par rapport aux scarifications faciales, voici un peu ce qu'on pouvait dire. Et à côté de ces scarifications, on a également celles qui sont, on va dire, le plus portées par les femmes. Ce sont les scarifications ventrales. Voilà. Et là, on les faisait simplement aux femmes qui sont en âge de procréer, et en réalité c'était des cicatrices pour montrer la bravoure et puis en plus ajouter de la beauté au niveau donc de la femme, et pour que en fait quand le mari voit sa femme, il se sente vraiment attiré par elle, et que bon, et ça, du côté de la femme ça émet également la bravoure, parce que c'est quand même douloureux. Il faut reconnaître qu'on faisait ces scarifications et avec les moyens de bord, et pour en soigner c'était vraiment le beurre de karité mélangé à, comment on va dire, à des herbes spécifiques jusqu'à ce que la guérison arrive. Et le dernier lot de scarifications qu'on peut relever sont les scarifications qu'on rencontre dans les camps d'initiation. Alors vous savez, dans le jeune Gourmandché, dans sa vie, il arrive un moment, et ça dépend aussi des groupes ethniques Gourmandché, il y a, dans la moyenne c'est 9 ans, il y en a qui le font pratiquement chaque année maintenant. Et ça permet de marquer le passage de la vie d'adolescent à la vie adulte. Et là aussi, il faut, en sortant, avoir des scarifications. Et là, vous les avez sur la poitrine et sur les membres supérieurs. Et il est même indiqué que, bon, sauf jusqu'à preuve du contraire en tout cas, qu'un souverain ou un candidat en tout cas au royaume qui n'a pas fait ce passage initiatique, eh bien, pendant les 7 jours qu'il doit se préparer pour ressortir, pour être enfin intronisé roi, il doit subir ces scarifications, aussi bien sur le visage que le passage à l'initiation au camp pour passer en tout cas à la vie d'homme. Donc pour dire que les scarifications ou les cicatrices ethniques ont tout un sens dans la vie du Gourmandché, et logiquement, quand on te voit, tu devais être fier. Et puis bon, dès que je vois par exemple quelqu'un qui a une cicatrice sur le front comme ça, si vous êtes à Fada, vous n'avez pas besoin de demander, vous savez que c'est la famille Manli. Quand vous allez prendre les Tchombiano, les cicatrices, c'est sur la joue et ça commence de la tempe jusqu'au bas. Et il y a un certain nombre. Donc dès qu'on les voit, on sait. Bon, aujourd'hui, tout ça a tendance à disparaître, donc il faut demander. Sinon, à partir de la cicatrice, tu sais déjà de quel Gourmandché tu as fait.
Voilà. Justement, avec l'avènement de la modernisation, hein, ces pratiques-là tendent à disparaître. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je remarque que vous n'en avez pas. Vous aviez raison. Je pense que pour moi, c'est quand même une partie de l'histoire et de notre culture qui tend à être abandonnée. Et je comprends aussi que les gens les abandonnent parce qu'au fur et à mesure qu'on a un brassage avec les autres cultures, avec le modernisme, c'est logique qu'on se dise que ces pratiques peuvent être des pratiques un peu barbares, entre griffes, ou bien des pratiques avilisantes pour certains ou pour une raison ou pour une autre. Mais je pense, de mon point de vue personnel, que le sens que je viens de décrire ici, il faudra bien trouver la manière donc de préserver cela. Si on ne va plus faire les scarifications, on pourrait trouver en tout cas une manière de conserver l'identité à partir donc de ces éléments qui ont été dépeints ici. Alors, merci bien Monsieur Kombari. Yeah. Monsieur Sana, les Yatsé sont reconnus pour leur franc-parler. Ça paraît utopique, hein, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre pour argent comptant? Est-ce que ce n'est pas une coïncidence? Et dire que le franc-parler au Yatenga est une coïncidence, c'est trop dit, parce que je pense que les Yatse se sentent mieux dans cette expression. Un Yadga, c'est celui qui se définit comme la personne qui dit ce qu'elle pense sans passer par 1000 chemins. Le Yadga, ce qui le définit, c'est ça. C'est sa façon de parler. Il n'a pas besoin de se cacher pour dire des choses derrière quelqu'un. C'est quelqu'un qui dit tout droit dans les yeux. Bon, la personne peut prendre comme, voilà. Souvent, il y a des gens qui peuvent prendre ça en mal, mais le Yadga se définit vraiment par son franc-parler. Que nous vous avons communiqué, naturellement. Alors vous aussi, vous vous définissez par le franc-parler. Ah, le gourmandier, par essence, c'est vraiment la mort pour l'honneur, quoi. Voilà, vous ne devez pas vous aviliser, c'est sacré chez nous. Et quand on abordera la question de la parenté à plaisanterie, vous comprendrez pourquoi il dit qu'ils ont un franc-parler, qu'ils ont pris chez nous. Ah, d'accord, nous en reviendrons. Alors, Monsieur Kombari, il paraît que chez les Goulmantiers, il y a une paronymie du point de vue linguistique, comme chez les Gourounsi d'ailleurs. Est-ce que c'est au sein de votre groupe ethnique, vous ne parlez pas, il paraît que dans votre groupe ethnique, justement, vous ne parlez pas, en fait, dans le grand groupe Goulmantier, il y a différentes langues. Okay. Vous ne parlez pas le même langage. Comment est-ce que c'est arrivé? Non, on va dire que peut-être que c'est juste une question d'accent. Sinon, dans l'Est, tout le monde parle le goulmantiema. Mais comme, je vais dire, Sana le disait tout à l'heure, au fur et à mesure que vous faites un brassage avec certains peuples, en fonction de la géographie, vous allez voir que l'accent va être teinté. Quand nous allons vers le nord, on va sentir que c'est Djoa au lieu de Lojo, par exemple. Voilà, parce que c'est un peu un mélange avec le moré, parce qu'ils sont un peu proches de Boulsa et tout. Mais dans le fond, quand ils parlent, quand moi je suis de Fada, eh bien, ils m'entendent. Quand je parle, ils m'entendent. Quand on va aller du côté de la Tapua, on va voir également que l'accent n'est pas tout à fait le même que celui de Pama. Et quand on revient même dans la zone de Fada, vous avancez vers Diapangou, vous allez voir que c'est un peu étiré. Mais dans le fond, un gourmandier qui parle, qu'il soit du nord, de l'est ou du centre, quand vous êtes là, vous comprenez. La preuve, nous avons la même grammaire et nous avons pu harmoniser. Et je peux vous dire que, bon, contrairement à mon bon petit qui est en face de moi, le gourmandiema a à son actif, à ce jour, 2 dictionnaires. Un dictionnaire édité sous l'égide du docteur Bendi Benoît de l'association Tintois. Voilà, et également un second qui a été édité par le père René Picavé, donc des missionnaires qui sont venus dans la région de l'Est. Donc à ce niveau, bon, on peut sentir des nuances, mais ce ne sont pas des nuances fondamentales qui nous empêchent de nous entendre. Et même pour le mariage, hein, les pratiques diffèrent d'une zone à une autre. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Oui, bien sûr. La question du mariage, comme je l'ai dit, par brassage de peuples, on peut se retrouver à avoir des connotations à gauche, à droite. Mais il faut reconnaître que pour ce que nous savons du mariage, c'est que pour le Burkinabé, le gourmandier, qu'il soit du nord, du sud ou du centre, c'est que c'est l'union libre entre un homme et une femme qui se choisit librement. Mais les causeries disent que le gourmandier, par essence, est polygame. Donc, bon, je demande pardon aux femmes, mais en réalité, ça s'explique aussi, parce qu'en réalité, quand vous avez plusieurs femmes,
Vous avez également plusieurs enfants et c'était un signe de respect et c'était également une source de main-d'œuvre, donc une source de richesse de quelque façon que ce soit. Et bon, pour se marier, il y a plusieurs façons. Hein. On a principalement 2 façons de se marier chez nous. Je ne sais pas s'il faut en parler. Parce que, oui, allez-y, voilà. allez-y. Donc, pour les façons de se marier, il y a, on va dire, le mariage par consentement ou le mariage par choix. Donc, le pomiali, comme on le dit, ou alors le pogali, donc la demande de main. Et à ce niveau, on peut même encore compter 4 étapes pour cette première façon de se marier. Ça veut dire que le jeune, il voit une jeune fille qu'il intéresse pour fonder son foyer, ils s'entendent, mais les étapes qui suivent, il y en a 4. Donc on est au préliminaire. Il a obligation d'en parler à son chef de famille. Chez nous, c'est peut-être maintenant que chacun a sa maison. Sinon, les maisons étaient des grandes concessions et à l'intérieur, il y avait toujours un chef de famille. Donc si vous êtes dans une grande concession, vous avez votre chef de famille. Dès que vous avez décidé de vous mettre en union avec une femme, vous avez obligation d'abord de souffler au chef de famille que vous avez trouvé une dame, une demoiselle qui vous plaît et puis vous voulez en faire votre femme. À partir de ce moment, dans les préliminaires, vous attendez le retour du chef de famille parce qu'il va lancer une certaine recherche, voilà, géomancie, concertation et même vérification. Il faut aller voir si entre la famille de la jeune fille et notre famille, il n'y a pas des interdits, s'il n'y a pas des antécédents qui nous empêchent de nous mettre ensemble. Et quand on va te donner le feu vert, en ce moment, tu peux aller à la deuxième étape. Et je précise que la jeune fille fait de même chez elle. Elle informe sa mère de son intention de se mettre en union avec quelqu'un et à partir de cet instant, et aussi ils vont vérifier parce que chez nous les choses ne se faisaient pas en tout cas bon comme on peut le croiser donc l'étape des préliminaires viennent donc de prendre fin et si c'est ok, on autorise le jeune garçon à aller saluer son futur beau-père entre griffes avec un petit présent. Comme chacun a déjà vérifié, si le papa reçoit le petit cadeau, en fait il sait subtilement que tu es en train de dire que tu souhaites rentrer dans sa famille. Et donc, dès qu'il reçoit, ce petit cadeau peut être de la cola, ça peut être de l'argent, ça peut être du sel, etc. Et dès qu'il reçoit cela, en retour, tu réinformes encore ton chef de famille pour dire « Ah, après votre vérification, je suis allé aux étapes suivantes et ça a marché. » Et donc, quand l'étape des préliminaires est passée, la deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler la reconnaissance de la famille de la fille. En Gouroumanchema, on appelle ça le bandé Diego. Allez connaître la famille. Voilà. Donc, quand vous allez pour connaître la famille, on va dire que ça va se faire environ 3 mois après les préliminaires que je viens d'expliquer. En ce moment, une grande délégation faite de tantes et des oncles du prétendant accompagne le jeune homme et ses amis et ils vont se rendre de beau matin chez sa future femme avec des cadeaux. Voilà. Habituellement, vous allez avoir de la cola, vous allez avoir de l'argent et la délégation est conduite par un vieux qui est principalement, en tout cas, un sage qui doit être écouté. Bon, bien sûr, dès que vous arrivez, la famille aussi sait déjà que vous n'êtes pas venu simplement pour un bonjour. Donc, après les salutations d'usage, le chef de délégation donne l'objet de la visite au chef de famille de la fille. Et dès que cette étape est passée, bon, si le chef de famille fait appeler la jeune fille pour lui demander, alors ces gens-là sont venus, ils ont un cadeau à me remettre. Es-tu au courant? C'est des mots de passe. Voilà. Si la jeune fille dit oui, je suis au courant, c'est à elle que revient la mission de prendre le cadeau qui a été apporté pour remettre au chef de famille, comme pour sceller donc l'union déjà entre les 2 familles. Mais nous ne sommes en ce moment encore que aux fiançailles qui viennent d'être, à la reconnaissance de la famille. Et à partir de cet instant, le jeune homme est autorisé à fréquenter la famille. Donc s'il vient taper à la porte, on se dit, ah, on le connaît maintenant. Donc il peut venir, on peut lui donner un escabeau, ils vont s'asseoir à la porte, ils vont causer en toute sagesse, et puis bon, s'il veut, il peut repartir. Là, nous sommes encore à l'étape 2. Alors, merci M. Kombari. Et M. Sana, qu'en est-il chez les Yatsé? Est-ce que vous avez une manière de faire différente des Mossi en termes de mariage? En termes de mariage, comment ça se passe chez vous? Le mariage, chez nous, au Yatenga, c'est de la même manière que les Mossi au centre. Quand vous convoitez une fille, la première, c'est les étapes. Il y a aussi des étapes à franchir. Alors, ça va déjà commencer par le jeune homme et puis la jeune fille. Si les 2 s'entendent, voilà, il n'y a pas de mariage forcé normalement chez nous. Il n'y a pas de mariage forcé normalement chez nous. Maintenant, si les deux choses, jeunes s'entendent, ils peuvent passer de la même manière que M. Kombari explique, par leurs parents. C'est des parents maintenant que tout va se faire. Toutes les différentes étapes
seront faites maintenant par les parents. Voilà, à la différence des gourmachés. Bon, ici, les cadeaux, bon, c'est pas un cadeau en tant que tel, mais il y a la dot qu'il faut payer, mais ça se paye une seule fois. C'est ça la différence. Une seule fois, c'est-à-dire? La dot, par exemple, une fille ne peut être dotée qu'une seule fois. Qu'une seule fois, voilà. De toute sa vie. Toute sa vie. Si, en cas de divorce, la fille revient et qu'une autre personne veut se marier à cette fille, il n'y a plus de dot en ce moment. Généralement, c'est comme ça chez nous. Et c'est une pratique commune à presque toutes les ethnies du Burkina. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, nous allons à présent nous intéresser à vos différents arts culinaires. D'accord. Monsieur Kombari. Oui. Quel mets est le plus prisé chez les Goulmantiers? On a une flopée de mets, hein. On a une flopée de mets locaux parce que comme chez nous il pleut beaucoup, contrairement au nord où ils sont obligés de creuser les ailes ou de faire des demi-lunes. Bon, quand vous allez du côté de Madaga où on a le même climat qu'à Banfora, si vous dites à un vieux qu'il faut creuser des trous pour attendre la saison, mais il va vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc à cause de cela, on a une panoplie de production, donc à base de mil, à base de haricots, donc à base de feuilles. Donc il y a tellement de mets. Je pourrais citer le moabou. Je pourrais citer le moabou. Je peux aussi vous citer le taux sous toutes ses formes. Le moabou, c'est quoi? On a un taux qui peut être gardé pendant 2-3 mois. C'est des boules. Vous avez juste à changer l'eau toutes les semaines. Et puis après, bon, quand un homme chez nous va en voyage, c'est ce que sa femme lui donne. On te met ça dans un sachet. Arrivé, tu trouves de l'eau et tu mets. Tu n'as pas un problème. C'est la sauce que tu peux chercher et puis le problème est résolu. Il y a également le toubani. Un très bon plat de chez nous qui est fait à base du haricot. Voilà. Bon, les moussis disent gonsalga, mais en réalité, c'est après avoir copié chez nous. Ils tiennent ça de chez nous. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le moui-moui. C'est toujours à base de haricots, mais c'est vraiment des repas enrichissants. Il y a le kalmayari qui est souvent cité par nos détracteurs que sont ceux de Yatenga, mais quand on prépare, mon vieux, ils sont les premiers à bondir dessus. Bon, contrairement à eux, il y a bien d'autres choses. On a l'eau blanche qu'on appelle le nimpiema, on a le dolo qui est vraiment aussi, voilà, chez nous il y a plusieurs types de variétés. On en a à base du mil, on en a à base du miel, voilà, qu'on appelle le berry. Donc vraiment, si c'est côté resto, vous pouvez faire un tour, en tout cas vous serez satisfait. D'accord. On y fera, hein? On fera un tour à Fada. Pas de problème, on vous attend. Monsieur Sana, oui. Qu'est-ce qu'on mange chez les Yatsé? C'est les Yatsé, comme je l'ai dit tantôt. Comme je le disais tantôt, et comme nous sommes des moussis, il n'y a pas de différence en matière d'art culinaire. C'est les Yatsé comme ça. C'est le babenda, voilà, le benga. C'est le benga. Contrairement aux gourmachés où il y a les kalmayari, ça veut dire mélanger au hasard. Chez nous, il n'y a pas de mélanger au hasard. Tout est naturellement bien dosé. Sinon, c'est le même art culinaire que les moussis de façon générale. Donc chez eux, tout est bien pensé. Et chez vous, bon, tout ce qu'on trouve, on met pour faire une sorte de melting pot. Mais je pense qu'il ne comprend rien. Il parle vraiment comme son nom. Parce qu'en réalité, en gourmachement, quand on dit yarga, ça veut dire quelqu'un qui est égaré. Puisqu'on va y arriver, un égaré ne peut pas avoir une cohérence dans ses idées. Je comprends que c'est pour ça. D'accord, monsieur. Il y a une précision que je dois faire. Puisqu'il a parlé des climats et autres. Et il faut noter que chez nous, à Yatenga, on cultive la pomme de terre et les haricots verts. Chose qui n'est pas facile, c'est ceux-là qui pensent qu'ils sont de Banfora, ils ont un climat pareil que ceux de Banfora. Nous, on a notre pomme de terre, on a notre haricot vert. C'est ça la différence, quoi. Oui, c'est bien noté, monsieur Sana. Voilà. C'est bien noté. Donc, vous vouliez en venir tantôt. On va directement glisser dans l'origine de cette parenté à plaisanterie là entre vos deux ethnies. Monsieur Kombari, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui vous plaisantez avec les Yadga, les Yatsé? Merci bien, mais bon, Sana, je comprends. Vous avez la pomme de terre et puis vous avez l'haricot vert. Mais en réalité, ce ne sont pas des mets burkinabés. Ce sont des cultures de survie. Donc, je vous comprends. Allez-y. Et pour revenir à vous, Madame Da, vous aviez raison. La parenté à plaisanterie entre nous et les Yatsé, bon, elle remonte depuis, on va dire, le XVIIIe siècle, pour ce que nous savons. Et il peut y avoir plusieurs sources. Je ne me porte pas garant devant l'histoire, mais je m'en vais compter celles que je connais et celles que j'ai apprises.
Comme ça, s'il y a d'autres sources, bon, de toutes les manières, l'histoire du Burkina, c'est majoritairement oral, et tout ce qui est oral, c'est souvent discutable. Alors, ce que je vais dire, c'est que ce qu'on nous a appris, c'est que notre royaume et le Yatenga, la parenté à plaisanterie remonte sous le règne de Sa Majesté Tankiali, qui était, je crois, qui doit être le 12e et qui a régné entre 1659 et 1684. Et en ce moment-là, le royaume faisait face à beaucoup d'assauts venant donc du Togo avec les Tomba. Et puis même à l'intérieur, il y a pas mal de querelles intestines, parce que vous savez que chez nous, même pour un problème de succession, les autres sont obligés de reculer, mais ne baissent jamais la garde. Donc ça fait qu'il y avait des tensions à n'en point fini. Et Sa Majesté Tankiali avait une jeune fille, une Amazone, qui était guerrière, voilà, avec le roi. Et donc pendant une de ces guerres intestines, qu'il a opposé finalement à un de ses frères qui est de Parthiara. Parthiara, c'est dans la Tapua. Donc les deux rois ont voulu monter leur puissance et ils se sont poursuivis en bourse et ils auraient en tout cas disparu. Donc la jeune fille, très attristée par la disparition de son père, elle est amazone, elle a enfourché son cheval et elle allait errer aussi en bourse, peut-être à la recherche de son papa, peut-être en tout cas à la recherche de l'apaisement. Et c'est dans ça qu'elle a croisé le chemin d'un jeune Ouedraogo, donc de la famille de Yatenga. Et bien sûr, il lui a mis le grappin dessus puisque l'Amazone était très belle. Et tout le monde sait ce qui s'en est suivi. S'en est suivi un mariage. Et le royaume est resté en émoi parce qu'on a ni le roi, on a ni l'Amazone. Donc on s'inquiétait, on s'est dit, mais où est-ce qu'elle est partie cette Amazone? Et on se demandait si elle a disparu, elle est décédée ou pas. Et voilà, ne voilà-t-il pas que un de ces jours, elle refit surface dans le royaume, accompagnée de ses enfants et donc de son époux. Alors, en la voyant, on lui dit, ah, elle est là avec ses enfants égarés. Au Penleni, au Yarbla. Donc, vous voyez, et il se trouve que par coïncidence, les ressortissants de Yatenga aussi s'appellent des Yartse. Ceux qui viennent de la famille royale, on les appelle des Yartse. Et ils ont épousé donc notre tante. Et vous savez que dans la tradition, on dit que les petits-fils sont gâtés chez leurs grands-parents. Et donc, comme ce sont nos petits-fils, ils arrivent, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent, d'où la naissance de la parenté à plaisanterie entre nous. Donc, nous sommes les grands-parents et ils sont nos petits-fils. Et c'est comme ça que la pratique est partie et s'est généralisée progressivement. Donc je sais que c'est pas toujours compris, mais en attendant, c'est des petits-fils. Raison pour laquelle quand ils ont faim, on leur apporte un peu à manger. D'accord. Monsieur Sana, est-ce que vous avez quelque chose à dire très rapidement? Bon, j'ai quelque chose à dire. Et comme très rapidement, s'il vous plaît. Okay. Comme M. Kombari l'a dit, et l'histoire est bien contée jusqu'à ce qu'ils disent que nous sommes leurs petits-fils. Et à ce niveau-là, bon, il a tout gâté. Il a tout gâté. Voilà, il a tout gâté. Tout ce qui est raconté oralement, notre histoire, elle est orale. Voilà, elle est discutable. D'accord. Donc, vous discutez ce que M. Kombari a dit. C'est ça. C'est normal, c'est un petit-fils. D'accord, on en reviendra gâté. Certainement. Alors, nous sommes quasiment à la fin de notre émission et bien avant, je vais vous demander à vous de véhiculer un message à chacun, bien sûr, dans vos langues respectives, un message à la jeunesse de vos deux localités, c'est-à-dire le Grand Est, voilà. Le Grand Est et le Grand Nord. Voilà, en vos différentes langues respectives, bien sûr, à ces jeunes-là qui se rendent coupables ou complices d'actes barbares vraiment qui nous causent d'énormes difficultés actuellement. Alors, Monsieur Kombari. yarinti o jama yarinti o miabu tieke mi yandua mangwa te diemen yarin banquier te région de l'Esso te là que te dori bonkian là que go ba mi yandua ma que fria tuna nangam nan mama la dagari amma le parle ni gobna ligiya ba go yen wangati que linyati njunde ni que te noa que te boru ya mo kongo kwale ni go ba tori e bima amambira bambir te yema que te boa tarne kamba que tiari que te dogu Burkina Faso te doyende yo ma yena kankuli ke bibanchwa lengo ke ye wanga
lisambengali ke ngwari kun sanu wanlu ke gwa tagni tungwari ibariaba ke payab sugli ke gwa seri que fin de dogu le miyandouama le pas mal. Merci monsieur Kombari. Alors monsieur Sana. OK. Mamtal ko en tonta he runda zinamba kombisa ya tiner fa bang ti tenga nongoloma ya bum ya tilay ko tenga mbifa ba fa nongo menga bo modge ya nongo tenga ha nongo tenga la fa nongo adam bi ni ngambe ne fo neda samba den tia neda hampawon fo ya woni ya fo menga fa hamana so wenga so yenga to konta so budu to konta so rogor petse kele ya fo menga la fo kele man wenga donc ko yega mam taron ton bon si mohajin namba yat net fa no ngatenga tinera wa ya fu tawra sia ligeding ou bien bumba to yinga ndatam belegam ne ligedi ou bien bumba to ti yambali ku bugurado wona kan zabne sambisi ti yamen hangeti a sigaran ton daga dan bi gaga la ne fa sa kelo ko isninga ta hada plateau télé lamba la radio lamba la jinsa fa dinta o demba ro mikra namse bama fa antar ko isninga ta hada je namba ne fa hanan dike la rik tenga nongol man ning tawre tenga nam pa ma lafi le pa hade ya ton bank ne fa ton mana lafi amen ying da nanda amen yinga le pas ne bataba mbe yene poru yinga donc ton fa hana mane ni panga tenga ton pa ma lafi to en hasak. Merci à vous, Monsieur Abdoulaye Sana, et à vous aussi, Monsieur Isaka Hervé Kombari. Merci d'être venu. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le numéro d'aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour mercredi prochain, même heure, même canal. Bonsoir.